Débat et controverse sur BFM Business. Guillaume Sommerer accueille les experts. Dernière émission de l'année oblige, on va se projeter ce matin dans l'année 2015, ce qui va changer en France à partir de demain 1er janvier. Alors bien sûr, il y a le prévisible et puis il y a tout ce qu'on n'a pas encore prévu, tout ce qui sera au programme et qu'on n'a pas encore vu venir. Ce sera bien sûr également au programme de cette matinée d'experts jusqu'à 10h sur BFM Business. Alors il y a des bonnes nouvelles avec l'entrée en vigueur notamment demain du pacte de responsabilité, mais demain aussi la mauvaise nouvelle pour les entreprises, le compte pénibilité va devenir une réalité. On va en débattre avec nos experts. Et puis pour cette dernière émission de l'année, on va aussi adresser une lettre au Père Noël, la lettre d'un patron français qui cartonne. Il n'a pas besoin de Père Noël pour réussir. Son entreprise est implantée en France et réalise quasiment 100% de son business à l'export face aux Allemands. Mais ce chef d'entreprise, il a quand même écrit une lettre au Père Noël cette année, ce qu'il espère, ce dont il rêve pour relancer la croissance en France en 2015. Il nous la lira en direct. Et puis qui sait, le Père Noël lui répondra peut-être ce soir avec les vœux de François Hollande. Ce sera à 20h. Les vœux du président de la République, on saura à 20h si sa hôte est aussi vite qu'on le dit pour les 2 prochaines années. Nos 3 experts ce matin, Philippe Crevel, le secrétaire général du Cercle des épargnants. Bonjour Philippe. Bonjour. Stéphane Van Nuffel, bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Cofondateur de netinvestissement.fr. Et puis Laurent Vronsky, c'est vous qui avez écrit la lettre au Père Noël? C'est moi, bonjour à tous. Le directeur général d'Ervor, vous réalisez quasiment 100% de votre business à l'export sur un marché dominé qui plus est par les Allemands. Alors François Hollande ce soir prononcera ses vœux à 20h. Je fais le lien avec votre lettre au Père Noël, Laurent Vronsky. Vous formulez vous aussi un certain nombre de vœux pour 2015. Je vous propose, pour démarrer cette émission, de nous lire votre lettre. Ça va durer quoi? 1 minute 30. Et juste après, on verra si François Hollande, ce soir, dans ses vœux, pourrait vous exaucer. Peut-être, je ne sais pas si François Hollande est le Père Noël, mais peut-être qu'il connaît le Père Noël. Mais je me suis en tout cas cette saison, puisque vous nous avez demandé en clair de partager avec vous nos souhaits et nos désirs pour l'année 2015. Alors comme Noël était il y a une semaine, j'ai donc ramené ma lettre que j'ai écrite bien sûr diligemment le 24 décembre. Cher Père Noël, je ne t'ai pas souvent écrit ces derniers temps parce que je pensais que tu n'existais pas. Puis, en observant nos dirigeants politiques depuis quelques années, je me suis dit que tu devais forcément exister et qu'ils croyaient forcément en toi pour penser que l'on pouvait inlassablement accroître la pression fiscale sur les contribuables tout en les incitant à travailler plus, à prendre des risques et à avoir confiance en l'avenir. J'imagine qu'une partie de ces impôts doit servir à acheter tous tes cadeaux, aussi c'est de l'argent bien dépensé, surtout si tu les achètes en France. Quoique j'en doute un peu, il faut dire que tu fais face à une sacrée concurrence. Nos dirigeants politiques font des cadeaux à tellement de gens et depuis tellement longtemps qu'ils ne savent même plus à qui ils en font et combien cela coûte. J'espère qu'ils économisent un peu pour te permettre de continuer à faire tes cadeaux dans les années à venir. Ma liste de cadeaux est assez modeste, car en tant que chef d'entreprise, je suis plutôt habitué à donner qu'à recevoir. Cette année, j'ai signé des chèques cadeaux toutes les 3 semaines pour permettre à ta fabrique nationale de cadeaux de continuer à fonctionner. Enfin, si c'est de l'argent bien dépensé, mais là aussi j'en doute un peu. Je m'égare, ma liste comporte seulement 2 cadeaux qui en plus ne sont pas pour moi. Premier cadeau. Pourrais-tu offrir à nos dirigeants politiques 2 ans et demi de courage pour leur permettre de mener à bien les réformes structurelles dont notre pays a besoin? Baisser le coût de notre fabrique de cadeaux, rendre notre fiscalité plus lisible, plus stable et moins décourageante, réformer le code du travail pour le rendre plus souple, pour permettre à ceux d'entre nous qui créent de l'emploi de continuer à le faire pour le bien de tous. Ce serait déjà un joli cadeau. Deuxième cadeau, il n'y a que 2 cadeaux dans ma lettre. Pourrais-tu nous rendre plus agiles en réduisant le poids et le nombre de lois, de réglementations, de normes qui ne font que s'accroître et transforment peu à peu nos chefs d'entreprise en experts juridiques et les détournent de leur fonction première qui est la création de richesses, encore une fois pour le bien de tous. Tu vois Père Noël, je ne te demande pas grand-chose, mais ces 2 cadeaux, je te les demande depuis très longtemps, tout comme les 3,5 millions de chefs d'entreprise de notre pays. Sans te vexer, car je sais que tu as l'âme généreuse, ces cadeaux ne sont pas vraiment pour moi, mais pour nous tous, afin que nous continuions à pouvoir financer ta fabrique de cadeaux et que tu puisses continuer à exercer... Ça fait rire, messieurs. Mais c'est vrai, on est au cœur des sujets, au cœur des problématiques, des enjeux pour la France, pour 2015 et pour les prochaines années. Philippe, Stéphane, vous la signez, vous la co-signez, cette lettre. On peut la transformer même en pétition pour 2015. Oui, on va la signer. Enfin, en ce qui me concerne, je vais la signer, tout à fait. C'est vrai qu'on peut que souhaiter, évidemment, une stabilité plus forte. Au niveau de la législation, c'est vrai que depuis maintenant une dizaine d'années, le nombre de modifications fiscales par exemple sur les plus-values, sur les titres financiers, ça va être modifié en permanence. Sur l'immobilier, il y a eu des modifications permanentes. Il y a eu le mouvement des pigeons qui a justement, à juste titre, souligné les aberrations. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a une soif de stabilité fiscale et sociale. Et puis c'est vrai qu'il faut
mieux gérer, plus grande efficience. Il faut enfin se lancer dans les réformes de structure. Il faut enfin que la réforme territoriale prenne forme et que ce ne soit pas qu'un gadget de dessinateur pour modifier les frontières des régions. Il faut vraiment qu'on aille au cœur du dispositif. Donc c'est vrai qu'il y a du travail sur la planche. Il n'y a que 2 propositions, mais elles sont évidemment d'importance. Bon, on verra s'il annonce des mesures. Ce soir, François Hollande, on nous dit dans son entourage qu'il devrait délivrer un message d'optimisme dans ses vœux, montrer que la France avance, mais pas d'annonce forte a priori, Stéphane. Il avait tout donné l'année dernière, donc automatiquement, là il va apparemment, de ce que j'ai compris ce matin, alors vraiment j'y souris, j'ai trouvé ça mignon ce matin également, le journaliste, je pense que c'était sur BFM, disait, voilà, comme l'année dernière il y a eu la grosse annonce, pas de responsabilité, etc., ce soir il va réexpliquer un peu. Donc en gros, c'est François Hollande, c'est le nouveau CAC 40, c'est-à-dire du 1er janvier au 1er janvier, c'est étal, il se passe rien. Je préférerais que ce soit le S&P donc, pour le coup. Petit Laurent qui a demandé 2 ans et demi pour qu'on puisse avoir un peu de courage, etc. Je vais signer sa lettre pour le remercier, mais avec le même sentiment quand je parle à mon petit garçon de 3 ans et demi, oui, le Père Noël existe. Ça fait 1 an qu'en gros, il essaie d'expliquer quelque chose qu'il n'a pas réussi à expliquer. Ce soir, ça va s'éclairer, donc nous dormirons tranquillement et nous commencerons 2015. Heureux. Vous craignez qu'on ait 2 ans et demi sans rien jusqu'à la prochaine présidentielle, que ça y est, toutes les mesures sont annoncées et maintenant on va juste les mettre en place et puis c'est terminé, il n'y aura pas de nouvelle annonce, Laurent? Moi, ce que je crains, c'est, si vous voulez, je pense que l'échéance économique est proche et je trouve que notre pays file un mauvais coton. Je trouve que le climat des affaires est assez médiocre en France et j'ai peur que, si vous voulez, malheureusement, on soit rappelé à la réalité bien plus tôt. Simplement, ce que je souhaite, c'est que les changements soient opérés par nos gouvernants et par notre gouvernement et pas par la rue. Parce que c'est ça le danger, et quand les choses se font dans le désordre et la violence, généralement, c'est bon pour personne. C'est ce qui m'inquiète. Bon, il y a aussi des motifs d'espoir. Stéphane, vous avez un espoir pour 2015. C'est justement, Laurent nous disait, il y a un risque de tension dans les rues, pourquoi pas de manifestations, de tension sociale. Il y a aussi un changement qu'on pressent à travers tous les sondages, un changement de l'état d'esprit des Français qui peut-être sont en train de se convertir à une forme de libéralisme. Ce que j'allais dire. Alors moi, j'allais dire, je partage pas forcément cet avis, mais alors c'est parce que je suis un grand optimiste. Moi, pour 2015, ça a déjà été initié en 2014. Il y a un mouvement d'abord chez nos hommes politiques. Il y a des courants politiques qui s'amènent. On a quand même Emmanuel Macron. Alors est-ce qu'il va être transformé, est-ce qu'il va être tordu par le système politique français? Mais on a quand même à la tête du ministère des Finances et de l'économie un social libéral. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui théoriquement n'a pas d'idéologie. C'est pas un mauvais mot, libéraliste. Ça veut dire qu'en gros on est ouvert à tout. Et on peut à un moment donné jouer sur la flexibilité, y compris, et en priorité, la flexibilité de ses idées. Et je pense que les Français, en ce moment, moi je ressens un peu ce sentiment. Alors est-ce que je me voile un peu la face parce que je veux rester très positif, mais je pense qu'on est sur la bonne voie de ça. C'est-à-dire qu'ils sont prêts, quand vous voyez des sondages sur les taxis, sur les professions réglementées, sur pas mal de choses, on voit que les Français commencent à un moment donné à se dire, ouais, ok, il y avait des choses qui étaient arrêtées, écrites, qui fonctionnaient ou pas, peu importe. On est prêt à remettre un petit peu le système en place. Et un exemple ce matin, tout bête, Matteo Renzi, qui n'est pas un ultra-gauchiste, qui est centre-gauche, qui est plutôt le social-démocrate italien à la Tony Blair en Angleterre, à la Barack Obama, dont on encense la personnalité, nationalise une sidérurgie. Alors on peut s'élever dessus. Alors, moi je suis un libéral, donc on va dire comment un libéral peut dire ce qu'il va dire. Ça veut dire que je suis un ultra-capitaliste. Je dis juste, le type à un moment donné dit j'ai des emplois sauvés, l'État italien a de l'argent, je vais le mettre dedans, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas grave. Renzi reste dans son idée, je suis intellectuellement un libéral, je fais un truc, je le tente. Libéral, c'est synonyme de pragmatique. C'est synonyme de flexibilité. C'est la nouvelle définition du libéralisme. Le gouvernement américain, ultra-libéral sur Terre, vous voyez, l'inventeur du libéralisme texan, qui à un moment donné a été propriétaire des grandes compagnies aéronautiques américaines, ou qui a injecté dans General Motors des milliards et des milliards pour sauver des industries importantes, et qui derrière s'en dégage. C'est ça le libéralisme aussi, c'est s'en dégage. Ne reste pas dans l'idéologie à nationaliser des choses. C'est juste ça que je veux dire. Et j'ai l'impression, et je l'espère pour 2015, qu'on va continuer dans cette mentalité de se dire, voilà, le code du travail dont parlait Laurent très bien, voilà, toutes ces choses qu'on appelle, enfin, qu'on essaye de pas se dire, tiens, c'est les patrons qui demandent, les salariés vont être victimes. Non, non. Si nous, qui sommes chefs d'entreprise, on demande ça, c'est avant tout
pour que nos entreprises continuent à fonctionner. C'est frappant, hein, dans les sondages par exemple, en fin d'année, les Français étaient favorables à la baisse d'impôts sur les sociétés, alors qu'eux-mêmes particuliers subissaient des hausses d'impôts. Mais la baisse d'impôts sur les sociétés était comprise par la population. Philippe, vous connaissez bien le personnel politique, hein, vous êtes passé par divers cabinets ministériels, vous pensez que les politiques français ont cette souplesse d'esprit, ont cette capacité à devenir plus pragmatiques, peut-être comme est en train de le devenir l'opinion, plus libérale? On voit que Manuel Valls, alors il le fait dans un journal espagnol, El Mundo, hein, où globalement il indique qu'il est pour le social-libéralisme. Alors il le fait en Espagne, justement pour faire un peu de buzz également, mais également pour créer un peu de distance géographique, hein, donc il est quand même relativement prudent. On a aujourd'hui, c'est vrai, une force verbale qui est de plus en plus, on va dire, pragmatique, libérale. On reconnaît l'offre, l'entreprise. C'est vrai qu'il y a un plan qui va se mettre en vigueur, qui va se mettre en place à partir du 1er janvier. Jusqu'en 2017, hein, donc c'est quand même relativement lent, mais bon, globalement, ça marque une rupture. Donc c'est vrai qu'il y a des changements dans le personnel politique, il y a une prise de conscience de ce que c'est la réalité économique. Il faut dire qu'on est dans une situation aujourd'hui relativement grave. La France a perdu des parts de marché à l'exportation, on a malheureusement plus de 3 millions de chômeurs, on a une croissance qui étale depuis maintenant donc 3 ans, donc il est sûr qu'il faut changer un peu le modèle, sinon on va s'enfoncer à juste titre et on va continuer à creuser notre tombe. Donc il faut créer une rupture, c'est là où Manuel Valls et Emmanuel Macron essaient de sortir de l'ornière. On voit que François Hollande, homme de la synthèse parfaite, et qui est vraiment l'expression de l'ancienne classe politique, où globalement, pour arriver au pouvoir, il faut faire des concessions, il faut arbitrer entre les courants, et la lutte interne dans les partis politiques est extrêmement dure. On le voit à l'UMP, mais au Parti Socialiste également. Et c'est ça qui construit le personnel politique tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est qu'il est l'expression d'une lutte interne qui est de plus en plus déconnectée du monde politique. Alors peut-être qu'avec Manuel Valls et Emmanuel Macron, on a la chance de sortir de ce paradigme politique qui nous a fait tant de mal ces 30 dernières années. Vous y croyez, Laurent Vronsky, vous, le chef d'entreprise, à cette conversion au libéralisme du personnel politique, ou vous dites c'est juste une stratégie là parce que c'est le vent qui porte et puis ils changeront à nouveau de stratégie quand il faudra? Je réfléchis pas en ces termes. Ce que je veux dire par là, précédemment, donc vous m'avez posé la question sur ce que j'anticipais pour 2015. Je ne crois pas qu'il y aura la révolution dans la rue, mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez une vraie dichotomie entre nos concitoyens et l'appareil politique et administratif qui se dit être légitime et qui se dit les représenter. C'est-à-dire que très souvent, vous avez des gens que vous entendez dans le poste qui sont élus et qui vous disent « je sais ce que vous pensez », sauf que vous ne pensez pas ce qu'ils disent. Bon. Donc il y a une vraie dichotomie. Et ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a dépassé le cadre du simple changement de paradigme politique, c'est-à-dire gauche, droite, centre. C'est plus une question de courant politique, c'est une question de modèle. Et j'en veux pour preuve que dans le monde économique, qui, quoi qu'on en dise, préfigure ce qui va se passer au niveau de la société dans son ensemble, a connu des changements absolument colossaux. Donc aujourd'hui, on a un modèle, je vous dis un exemple très simple. Vous avez un pays comme les États-Unis, vous avez 240 sénateurs. Nous, en France, on a le double. Bon, il n'y a pas besoin d'être un grand stratège pour se dire que quelque part, parce que ça existe pas seulement au niveau du Parlement, ça existe dans beaucoup de strates de notre administration, il y a quand même un truc qui ne va pas bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, si les gens, nous sommes tous, qui composons les marchés, qui composons la société, les villes, les agglomérations, ne se retrouvent pas dans ce qui se passe au niveau politique. Je pense qu'il y aura des changements importants. Maintenant, par rapport à la question que vous me posez, je pense qu'aujourd'hui, il faut changer le modèle. Quand vous avez des entreprises, par exemple, qui étaient des entreprises centenaires, qui étaient vraiment en perte. Là, on parlait tout d'un coup d'une aciérie. Moi, je connais bien la sidérurgie, pour cause. Bon, vous avez des sidérurgistes qui s'en sortent parce qu'ils ont remis le modèle à plat. Ils ont cassé le modèle. Ils sont partis quasiment d'une page blanche. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé dans l'aviation. Il y a encore pas si longtemps, on disait que le transport aérien était mort, tout le monde perdait de l'argent. Des compagnies emblématiques comme TWA et Panam, il n'y a pas un film policier américain où vous ne voyez pas Panam et TWA, elles ont disparu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé le modèle et on est reparti de quelque chose de complètement nouveau. Alors maintenant, est-ce que je pense que l'appareil politique actuel est capable de cette métamorphose? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à la société civile, que nous sommes tous, de reprendre les rênes du pays. Alors, comment on fait? À part en manifestant. On en parle, déjà on en parle. Oui, on en parle, on suscite des vocations. Merci BFM Business d'inviter des gens comme nous pour essayer quelque part de pouvoir susciter les engagements. Et puis écoutez, vous avez depuis 2-3 ans des gens qui ont fait des tentatives de créer des nouveaux partis, de s'engager dans la vie communale, etc. C'est comme ça qu'on va changer les choses. Ah, c'est sûr que c'est pas sur le terrain de golf en parlant.
Il va falloir remonter les manches. Stéphane. Je continue avec le vernis, mais c'est à ce même micro-là que Nicolas Dose, parfois, avait lancé une fois ou deux l'idée de parler de libéralisme. Je pense que Laurent était là aussi. Il avait fait un sondage auprès des Français. Est-ce que voulait dire le mot libéral? Et il y avait eu des trucs, mais invraisemblables. Et depuis, on essaye, moi le premier, parce que je suis très attaché à ça, de faire de la pédagogie sur ce que ça veut dire, parce que les gens se trompent. Alors, c'est sûr que nos hommes politiques sont de l'ancien système, donc eux, en fait, ils ne sont rien. Ils n'ont pas de conviction. Je veux dire, la politique est un métier trop compliqué pour avoir des convictions. Vous voyez ce que je veux dire? L'idéologie n'est que simplement une forme dans laquelle on s'inscrit pour entretenir à un moment donné une voie, un système. C'est pas, je ne dis pas que ce sont des escrocs ni quoi que ce soit, je dis juste qu'ils ont à un moment donné une obligation d'avoir cette structure-là. Je vous donne un exemple parce que je crois que c'est Laurent ce matin qui parlait de Churchill, à propos du sang et des larmes. Voilà du pragmatisme anglo-saxon pur, du type qui est conservateur, puis qui passe aux libéraux, puis qui revient aux conservateurs à un moment donné parce qu'il pense que son rôle est de revenir dans le parti le plus puissant pour pouvoir prendre les rênes parce qu'il pense qu'il va y avoir la guerre. Enfin, vous voyez, des choses qui sont d'un pragmatisme absolu. Alors on peut dire il trahit pas, peu importe, à partir du moment où il y a un résultat. Et ce que vient de dire Laurent est important, c'est qu'à un moment donné aujourd'hui, vous avez l'impression que quand vous écoutez le message de nos dirigeants, ils nous disent « mais j'ai bien compris ce que les Français veulent ». Et quand ils vous disent, quand nous on entend ce qu'ils sont en train de dire, on se dit « bah non, en fait c'est pas du tout ça que je veux ». Vous voyez? Donc il y a cette espèce vraiment de schisme qui est en train de se créer. Donc moi je disais juste que la mentalité des Français est en train de changer. Pas forcément des dirigeants actuels en tout cas ou du système, du modèle de dirigeant. Un dirigeant moderne, c'est un dirigeant quand même moderne, c'est un dirigeant qui est capable de changer de parti en fait. Non, vous êtes en train de réhabiliter Éric Besson quelque part. Je veux pas qu'on ait l'impression que je fasse du poujadisme de base en disant tous pourris. Absolument pas. Moi je connais très bien le monde politique aussi. Je peux vous garantir que c'est un sacerdoce de faire de la politique. Je veux dire les gens qui se plaignent, qui disent un député est trop payé, bah, vas-y faire du député, va faire député, tu verras après. Ouais. Ce que je veux dire juste c'est qu'aujourd'hui il y a cette espèce où sont ceux qui vont prendre leurs responsabilités? Que ce soit sur 2 ans et demi, 5 ans, 7 ans, peu importe. Quand est-ce qu'il y en a un qui va dire ok, bah là moi je prends 5 ans, vous me détesterez peut-être, politique générale de Renzi ou de Cameron, qu'on dit bah les gars, j'ai 5 ans, si vous n'êtes pas content, vous me virez, je retournerai dans le privé. Voilà. Peut-être Macron et de cela. Oui, sauf que Matteo Renzi, il a du mal à mettre en place ces réformes. Malgré tout, elles prennent beaucoup de retard. C'est pas si simple. Vous avez vu ce qu'il a fait. Enfin, quand même, Guillaume, sur l'échelle, ce qu'il a réussi déjà lui à faire par rapport à ce que nous on a fait sur les 10 dernières années, oui, je veux dire, c'est quand même incroyable. Si on compare, je me rassure. Ah bah oui. Philippe. Il faut faire quand même attention. Qui gagne les élections en France en règle générale? C'est toujours le mieux-disant démagogique. Si vous prenez les élections depuis 1981, c'est le plus grand démago à chaque élection qui l'emporte. Alors, moi je veux bien qu'en 2017, grâce justement à la pédagogie qu'on est en train de faire, il y ait une prise de conscience et que les larmes, les sueurs vont l'emporter, mais je ne suis pas garanti. D'ailleurs, on voit que dans les votes des Français aujourd'hui, et les votes extrémistes en particulier, c'est pas la bonne direction qui est prise, c'est plutôt le côté encore plus de démagogie. Hein, on vous promet que ce sera mieux si on sort de l'euro, si on se protège, etc. Donc il y a beaucoup de travail de pédagogie à réaliser encore, et malheureusement, on voit qu'en France, à différence du Royaume-Uni ou d'autres pays, l'Allemagne, eh ben, on est plutôt toujours sur le côté démago qui l'emporte aux élections. Ouais, il y a eu, sur les 30 dernières années, on est en train de basculer un peu plutôt dans la politique du contre ou du ni-ni. Hein. Les dernières élections présidentielles, on était plus dans je rejette quelqu'un que dans la démagogie. François Hollande lui-même l'a admis. Il a dit j'ai pas été élu, c'est Nicolas Sarkozy moi, je pas forcément les 60 qui a été rejeté. De François Hollande, mais enfin on va pas non plus tout lui jeter non plus. Je veux dire à un moment donné, quelles que soient les propositions que François Hollande ait fait en 2012, de toute façon tout le monde il y avait une grande partie des Français qui ne voulaient plus de Nicolas Sarkozy. Voilà. Après, moi qui n'ai que 37 ans. Mes souvenirs politiques sont que pour moi, les 2 seuls programmes qui m'ont semblé être un peu, peut-être de la démagogie, mais un peu dans la pédagogie, dans le changement de société, ou en tout cas dans le mouvement, c'est peut-être 81 de François Mitterrand et 2007 de Sarkozy. C'est les 2 qui sont arrivés à un moment donné avec une espèce de notion de rupture, faire bouger les mentalités. Depuis, toutes les élections se sont faites sur dormez bien de bonnes gens, je suis là pour, on va pas bouger, on va pas toucher, il y avait un conservatisme. Et même 81 était dans la démagogie, parce que Giscard proposait la dure vie et Mitterrand la vie un peu plus facile. Oui, il y avait une vraie rupture de société. On change vraiment quelque chose, on réforme. À ce même micro, il y a 2 jours, Gilles Legendre disait que pour ressusciter la France, en quelque sorte, il fallait sortir du combat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il fallait qu'ils s'écartent de la vie politique parce que cette rivalité-là, ce combat-là entre ces 2 hommes risquait d'être mortifère pour les prochaines années parce que ça va être le règne de la démagogie, toujours plus de démagogie. Laurent.
Oui, moi je pense que, à la lumière de ce que viennent de dire mes deux contradicteurs, d'abord il faut savoir que le réformateur n'est jamais le successeur. Par définition. Maintenant, je pense que c'est l'heure de vérité. Nous avons des gens que nous avons élus qui légitimisent leur mandat en disant qu'ils font ça pour le bien du pays. Et quand vous êtes chef d'entreprise, c'est la même chose. Vous faites ça pour le bien de l'entreprise. Donc vous n'êtes pas dans un concours de beauté. Les décisions que vous allez prendre ne vont pas forcément recueillir tous les suffrages. Simplement, parfois, vous prenez des décisions. Je vous donne un exemple très simple. Bon, bah là, nous allons faire deux dîners de fête. Noël, jour de l'an. Bah écoutez, ça veut dire que la semaine prochaine, ça va être 5 km de jogging. Je peux pas dire que je fasse ça de gaieté de cœur. Mais je le fais parce qu'il faut le faire. Bah, c'est un peu pareil, la politique. C'est que si on a des gens qui sont élus et qui doivent faire des réformes structurelles, c'est clair qu'ils ne seront sans doute pas réélus. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut que la politique continue à devenir un métier? Et moi, je pense que non. Parce que si, en clair, votre seul... Et c'est une question essentielle, parce que si finalement votre assurance chômage, c'est votre next mandat politique, ça veut dire que votre intérêt, c'est de continuer à en avoir. Maintenant... Vous voyez Arnaud Montebourg qui n'est pas issu de la fonction publique. Arnaud Montebourg a quitté son poste de ministre et aujourd'hui il se reconvertit dans le métier d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Il fait une formation à l'INSEAD parce que justement il n'a pas de poste... de poste qui lui est offert parce qu'il n'appartient pas à la fonction publique. Mais justement, la question qu'on peut se poser, si vous voulez, moi je pense que la gouvernance au sens large, c'est comme un aquarium. Si on change pas l'eau et qu'on fait juste changer les poissons, au bout d'un moment, je dirais, l'écosystème finit par mourir. Donc nous avons des gens qui nous gouvernent, qui sont dans le même aquarium depuis maintenant 10, 20, 30 ans. Donc il faut changer le modèle. Je veux dire que c'est quand même quelque chose qui se produit dans la société au sens large. On a chamboulé des choses absolument extraordinaires à tous les niveaux. Au niveau de la famille, au niveau des communications, au niveau des financements des entreprises. Quelqu'un en parlait à votre micro ce matin. On a pratiquement changé toutes les phases du Rubik's Cube. Il y a juste une chose qu'on ne change pas et qui reste toujours la même chose, c'est en clair l'aquarium. Moi je dis il faut changer. Nicolas, j'ai beaucoup de respect pour eux et pour un en particulier, parce que vous savez très bien à l'autre que moi je suis bordelais, donc automatiquement j'ai mon petit côté chauvin. Tout s'explique alors. Vous vous rendez compte quand même. Enfin, et ça me fait mal parce que pour le coup c'est quelqu'un que j'aime bien dans l'absolu. Oui. Voilà, l'alternative à droite la plus excitante actuellement, c'est quand même Alain Juppé. Il y a quand même un truc qui est un peu gênant quand même, vous voyez, parce que bon, d'abord, on parle pas d'âge ni quoi que ce soit, mais où est le modèle nouveau, où est le Schumpeterien, où est le voilà. En même temps, il a tenté en 95 ce que personne depuis n'a tenté, des réformes qui ont mis la France entière dans la rue, en tout cas tous les... Il y a 20 ans. Oui, il y a 20 ans, voilà. Il avait compris, il était trop en avance. C'est comme sur les marchés, ça suffit pas d'avoir raison, il faut avoir raison au bon moment. Au bon moment, on est d'accord. C'est comme en amour, et à la bourse, le timing c'est tout, n'est-ce pas? Et en amour aussi. Voilà. Bon messieurs, on poursuit ce débat dans un instant, juste après un nouveau point sur les marchés. On va voir que quand même tout va pas si mal avec demain une bonne nouvelle, l'entrée en vigueur enfin du pacte de responsabilité et aussi, et pour le coup c'est pas une bonne nouvelle pour les entreprises, le compte pénibilité. On va en débattre. À tout de suite.